Okay, thank you, Deborah. It's a good segment. Merci, Deborah. Voici qui nous ouvre directement sur le prochain thème qui est les soins d'accueil modélisés et les besoins en matière de soins à long terme. Frédéric a intégré donc le programme en 2009. Il travaille à Développement et Social Canada et récemment il a été muté à Santé Canada. Il travaille essentiellement dans la gestion des données, évaluation des risques et prévisions. Il est actuellement économiste principal. Il travaille sur l'impact sur une population âgée du système en place. Il est diplômé de l'université McGill. Nous l'accueillons. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler d'abordabilité des soins à domicile, des soins de longue durée en établissement, en complément de l'étude de 2013 qui comprend maintenant différents paliers de gouvernement et nous allons voir donc quelle est la capacité à payer des personnes étudiées. Merci. L'objectif de l'étude est de nous éclairer quant à la capacité des Canadiens et des gouvernements à offrir des services par des programmes publics de soins à domicile ainsi que des services publics en établissement et les foyers aux soins infirmiers. Il faut également susciter un débat sur cette recherche. Ce sera le cas demain et nous voulons recueillir vos avis. Je vais également insister pour ce qui est du logement et sur les aspects abordabilité et accessibilité. Alors, quelques définitions pour commencer, parce que ça varie d'une province à l'autre. Généralement, les soins à domicile, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que ce sont des programmes de santé non ou autres qui permettent aux personnes de rester à la maison. Ça couvre les soins à domicile qui englobe les repas à domicile, les transports et ça vise les établissements financiers qui offrent des services infirmiers de 24 heures sur 24 et des services spécialisés. Cela varie d'une province à l'autre. Donc les points à retenir. D'abord, ces services ne sont pas couverts par la loi canadienne sur la santé. Les procédures assurent les services de santé et subventionnent les soins de soutien, y compris les services de soutien personnel, de repas, de transport. Pour ce qui est de l'abordabilité, on se rend compte que les Canadiens ne disposent pas des données. On ne dispose pas plutôt des données nationales. Les gouvernements couvrent l'essentiel des coûts, mais ils ne sont pas prêts à couvrir parce que les personnes ne sont pas prêtes à payer les coûts elles-mêmes. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a un problème de données. Actuellement, il n'y a pas de base de données combinée permettant d'évaluer l'abordabilité du secteur. Personnellement, je travaille sur la reconception des installations ou des établissements de soins et il est difficile de recueillir l'ensemble des données nécessaires à l'échelon national. Pour l'instant, nous avons un sondage qui date et il y a une différence entre les soins à domicile et les soins en foyer. Nous avons essayé de revoir toutes ces données dans des cadres différents. Donc, l'étude a été menée en 2013, porte sur 2 services. Encore une fois, ça peut être contradictoire. La plupart des répondants d'un sondage ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'offrir les maisons de soins de santé offrant ou les maisons de retraite offrant des soins de santé payants.
Et dans la même année, les répondants canadiens ont dit qu'ils n'envisageaient pas de payer pour de tels services. La plupart d'entre eux, donc, n'envisageaient pas d'avoir à payer leurs services de soins de longue durée. Pour ce qui est de la responsabilité du public et du privé, dans un foyer de soins, les résidents doivent payer uniquement l'hébergement, le gouvernement s'occupant du reste, notamment les soins. Et dans les soins à domicile, c'est essentiellement des services qui sont assumés par les personnes. Donc, il y a une assistance au quotidien. En moyenne, le gouvernement assure 80% des coûts dans le cas des soins à domicile et dans les foyers. Vous avez à peu près 20% qui reviennent aux résidents des foyers de soins infirmiers. Quand nous avons entamé cette recherche, nous avons examiné la littérature de l'Association canadienne sur les soins de santé à domicile. Et d'après les données que nous avons trouvées, on a constaté qu'une personne âgée sur 6 a besoin de soins à domicile et une personne sur 25 vit dans les maisons de soins infirmiers au moins une fois dans sa vie. Ces services ne sont pas visés par le CHA, par la loi canadienne sur la santé plus exactement, mais il y a des services qui sont financés publiquement. L'admissibilité est fondée sur l'évaluation des soins, il y a des provisions fondées sur l'évaluation. Tout dépend en fait des programmes de couverture en fonction de la personne, de ce que la personne est prête à payer au départ. Quand elle ne peut pas payer d'elle-même, il y a intervention des services. La loi ne couvre que les éléments de fonctionnement pour les résidents. Nous avons effectué une recherche avec le Conference Board du Canada et avec ICOS. Et à partir de cette étude, nous avons énoncé des paramètres sur les coûts, mais on va y revenir. On ne sait pas exactement quelle est la gamme des coûts dans ces services. Nous avons essayé de les déterminer. Ce serait à peu près... Les estimations varient de 2 milliards à 188 milliards par année. Méthodologie maintenant, avec Statistique Canada, nous avons utilisé un outil pour prévoir les besoins des personnes âgées. C'est un modèle de micro-simulation LifePath qui prévoit les coûts et l'abordabilité des soins de moyenne durée et de longue durée en 2010, de 2010 à 2050 pour analyser la vague des baby boomers qui vont arriver plus tard. LifePath utilise plusieurs bases de données, mais repose surtout sur l'utilisation du recensement. Notre contribution a visé à revoir la répartition entre les cheminements d'un individu dans sa vie. Autrement dit, nous sommes partis des données de l'Ontario. Nous connaissons la distribution pour ce qui est des soins à domicile, pour ce qui est des soins privés ou des autres. Mais quant à la prévalence du recours aux services, nous n'avions pas beaucoup de détails. Nous sommes servis des données de l'Ontario.
pour voir un petit peu quelle était la tendance et quelle était la fréquence du recours aux soins à domicile. Mais les détails varient d'une province à l'autre. Les coûts et les politiques d'une province à l'autre fait l'objet d'un contrat de recherche. Il y en a qui ont cherché à déterminer la politique en matière d'admissibilité dans chaque province et territoire, et nous avons inclus cela dans le modèle. Encore une fois, ici, c'est la projection nationale entre 2010 et 2050. Pour les soins à domicile, on remarque qu'il y a une augmentation du volume de personnes qui pourraient se servir des soins à domicile, mais il y aura une diminution aux environs de 2030 dans la tendance, avec une nette diminution de 2050. Foyer de soins infirmiers, vous avez une augmentation et puis une diminution, encore une fois, à partir de 2035. Après le pic, vous avez une diminution progressive jusqu'en 2050. Voici la projection de la demande provinciale de lits en foyer de soins infirmiers, fondée sur la possibilité que de tels lits soient nécessaires. 4% des personnes âgées, c'est constant. L'augmentation est essentiellement due à la croissance de la population et il y a des migrations interprovinciales également. En nombre absolu, l'Ontario aura besoin de plus grand nombre de lits dans ce domaine pour maintenir le niveau actuel d'utilisation. Mais dans une comparaison provinciale, l'île du Prince-Édouard devrait être la province où on aura les subventions les plus élevées pour ces lits. En matière d'abordabilité aux foyers de soins infirmiers, pour les femmes, plus de 50% pourront répondre à leurs besoins de foyers de soins. Les femmes vivant seules de plus de 85 ans et gagnant moins de 35 000 $ en chambre privée ne pourront plus se payer cela. Et la réponse, c'est qu'il va falloir bâtir de nouveaux établissements qui sont axés sur des chambres privées et il n'y a et le gouvernement donc accepte que vous alliez dans des foyers où il y a des chambres privées à condition que vous payiez la différence ou le delta de prix. D'une province à l'autre, on constate que pour ceux qui ont besoin d'une subvention gouvernementale, d'abord, il en coûte plus cher dans les foyers de soins sur une base micro. Et pour ce qui est donc de l'admissibilité, eh bien, le gouvernement doit subventionner la grande majorité de ces foyers de soins. En Colombie-Britannique, les coûts sont élevés et beaucoup de gens qui ont besoin de subventions. Au Québec et en Alberta, c'est là où les tarifs sont les moins élevés. Au Québec, parce qu'on prend en compte les actifs de la personne pour être admissible. Ainsi, il y a des gens qui ne sont pas admissibles. En Alberta, où les revenus sont plus élevés, les services sont quand même abordables. Il y a moins de gens qui ont besoin de subventions parce que les revenus sont meilleurs. À l'île du Prince-Édouard, d'après nos projections, c'est là où l'on voit
la plus grande part d'intervention du côté du gouvernement. En 2050, on s'attend à ce que le gouvernement couvre 31% des coûts, toujours à l'île du Prince-Édouard, par rapport à 69 qui serait la part des DPS dans le coût total. Services provinciaux des soins à domicile abordables, il faut faire une différenciation. D'abord, la durée du séjour compte. Des gens qui viennent du milieu hospitalier vont se prévaloir de séjours plus ou moins longs après donc être passés en hôpital. Oh, ça, c'est en français, celle-là. Alors, il y a un mix de services qui est offert. À partir de 2050 et de 2015 jusqu'à 2015, l'élément de service qui sera le plus recherché, ce sera des soins avec soutien personnel plutôt que les soins infirmiers. La population va vieillir, mais en 2050, les gens auront beaucoup plus besoin de soins personnels. À l'échelon provincial, encore une fois 2015-2030, dans les provinces de l'Atlantique, il y aura une augmentation plus marquée pour ce qui est des soins en dehors des foyers. Entre 2015-2030, la répartition des services est diversifiée, les soutiens personnels étant couramment les plus en demande. Abordabilité en foyer de soins. Les gens, en majorité, ne pourront pas s'offrir, enfin, peuvent pour l'instant s'offrir les coûts. Les caractéristiques sont semblables à ceux qui ne peuvent pas s'offrir des soins de foyer, les femmes, moins de $35 000, et celles qui ont donc qui envisagent des périodes plus longues. Certaines provinces ne chargent rien en matière de soutien, ou du moins pour le soutien personnel. L'île du Prince-Édouard et le Québec, par exemple, n'exigent absolument aucune cotisation, aucun paiement de la part des patients. Et on voit que seules quelques personnes ont dépassé le maximum ouvrant droit au service. Et c'est dans d'autres provinces qu'on trouve la plus grande proportion de personnes ayant besoin de subventions. Et cela dans le cas des gens qui ont plus de 85 ans. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour répondre aux besoins constatés. Nous demandons au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour aider ces personnes. Pour ce qui est des soins en foyer, il faudrait changer le mix de services, c'est-à-dire offrir des services à domicile avec une insistance sur les soins infirmiers. Les infirmières iraient plus souvent à domicile des patients et l'on permettrait aux gens de quitter l'hôpital. Ils seraient donc libérés pour aller chez eux, et cela beaucoup plus rapidement parce que les soins au milieu hospitalier coûtent beaucoup plus cher.
Dans les foyers de soins infirmiers, il y a des provinces qui envisagent d'inclure des actifs pour tester la moyenne. Il y a des provinces comme l'Alberta qui proposent de geler la construction de nouveaux établissements et de contrôler les coûts. Dans l'Atlantique, les coûts sont relativement stables depuis 2000, c'est les plus élevés, mais ils n'ont pas augmenté, donc le gouvernement peut continuer à contrôler les coûts. À l'heure actuelle, dans notre scénario, nous supposons une augmentation plutôt des coûts de la vie qui augmentent de 1%, et c'est avec tout cela. Alors nous avons élaboré un certain nombre de scénarios, d'abord pour diminuer le coût total de la politique actuelle de 3%, et on appliquerait à ce moment une augmentation annuelle de 2%, au lieu de 3%, encore une fois. En Ontario, ce serait tout à fait réaliste. Et il y aurait l'arrivée de résidents plus jeunes, une variation dans le mix de services. Et nous avons calculé là différents âges parce qu'il est nécessaire de recourir au foyer de soins quand on est plus vieux, à partir de 80 ans. Et ça, ce serait réaliste. Nous avons constaté que le scénario 1 est celui qui a le plus d'impact. L'accessibilité affecte donc l'abordabilité pour ce qui est des coûts, et le gouvernement pourrait essentiellement ne couvrir que pour certaines augmentations, pas au-delà de 2% par an. Et ça aurait un effet sur ceux qui payent de leur poche. Donc le gouvernement pourrait ainsi faire davantage. Par ailleurs, dans les soins à domicile, plusieurs scénarios. D'abord, appliquer une politique qui est en vigueur en Nouvelle-Écosse, qui consiste à payer les aidants naturels au lieu de fournir des services de soutien personnel. L'autre scénario, c'est de payer une part des services de soutien personnel avec une quote-part de 50%. On demanderait au gouvernement, c'est-à-dire le patient paye et le gouvernement rembourse ensuite. Et pour ceux qui ne se prévalent d'aucun service de post-hospitalisation, c'est-à-dire les clients qui reçoivent moins de 3 mois de service, c'est une possibilité. Augmentation de la rémunération aussi du fournisseur de services pour atteindre les taux privés. Encore une fois, la personne paye les services, $15 de l'heure en moyenne, et le gouvernement assurerait, donc couvrirait une partie des coûts. Donc, on vient de constater que pour la majorité des clients, quel que soit le scénario, c'est abordable. Le gouvernement pourrait économiser, s'il demandait un paiement de 15% des coûts. Et les coûts ne seraient pas plus abordables, mais vous aurez plus de gens qui pourraient se permettre de payer de leur poche ces coûts, avec une augmentation annuelle de 3%. Pour ce qui est de l'option qui a le plus grand impact en matière d'abordabilité pour le gouvernement, et qui est appliquée en Nouvelle-Écosse, il serait essentiellement de verser une indemnité mensuelle pour couvrir les soins personnels. Le gouvernement de la Saskatchewan a économisé, et il aurait d'ailleurs économisé plus s'il avait
ait appliqué cette politique plus tôt. Et la Colombie-Britannique pourrait également bénéficier d'une telle mesure si l'on payait les aidants naturels. La politique qui aurait permis au gouvernement d'économiser le plus, c'est celle qui consiste à exiger une quote-part de la part des clients avec un impact positif sur les budgets, sauf au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Mais ces provinces, à cause des politiques actuelles, que ce n'est pas le cas, et puis une population vieillissante qui fait que beaucoup plus de gens compteraient sur l'aide du gouvernement à cause du mix de services. Et ainsi, il n'y aurait pas d'économie, même si l'on fait payer les gens, et à la terme, les provinces n'économiseraient rien. Dans les provinces, il y a des provinces qui n'exigent rien, comme le Québec, l'île du Prince-Édouard et le Manitoba. Eh bien, dans ces provinces, ce n'est pas parce que les politiques ne sont pas bonnes pour les gens, mais c'est parce que pour l'instant, le gouvernement couvre tout. Et pour les personnes, malgré cela, et dans le cadre des services de soutien personnel, il y a un défaut d'abordabilité pour les patients. Alors, le rapport de l'institutionnalisation, c'est-à-dire les femmes 1 an, les hommes 2 ans, permet d'économiser 12%, c'est-à-dire 850 millions de dollars des dépenses, donc ça a un impact sur l'abordabilité. Nous avons constaté que la seule façon d'économiser, c'était de limiter l'accès aux foyers de soins infirmiers. C'est à peu près le seul scénario existant. Il y a différentes façons de limiter l'accès, par exemple aux personnes qui ont plus de 80 ans, et cela, ça représente une économie. Ça a un impact sur les foyers de soins, et parce qu'on retire ces gens-là du circuit, les gens vont se retrouver à domicile. Dans un foyer de soins, il faut payer le loyer. En foyer, du moins dans le cadre de soins personnels, eh bien évidemment, il faut quand même payer quelqu'un. Dans les foyers de soins sont relativement abordables. Il y a 90% des gens qui se retrouvent là et qui pourraient se payer le nouveau système tarifaire. Voilà, c'était tout. Merci. Merci. Il y avait une question qui a été posée par Internet. Serait-il possible pour nous de nous donner les détails de votre recherche, surtout pour les personnes âgées en région rurale et éloignée, dans des logements sociaux? Ça nous vient de l'association de logement des territoires du Nord-Ouest. Eh bien, la recherche comporte... on a fait une recherche pour les régions rurales, mais pas dans le cas des territoires spécifiquement. Donc, que vous soyez dans les régions urbaines ou dans les régions rurales, on sait exactement ce qui se passe, mais nous n'avons pas inclus de segments comprenant les territoires. Mais évidemment, les données ont déjà été communiquées aux chercheurs et nous allons les mettre à disposition dès demain. Nous allons couvrir l'étude et nous allons terminer le projet. Donc les données seront disponibles. Soit dit en passant, Statistique Canada a déjà sa propre initiative qui a été faite sur LifePath, et nous allons essayer d'utiliser le nouvel instrument et de retraiter les données. C'est un modèle de simulation dynamique LifePath, comme vous le savez. Est-ce que vous avez des questions? Une question. Dans une diapositive, vous avez montré
la population avec un nombre constant à 4%. Mais ces données démographiques, ce sont des prévisions de Statistique Canada. Effectivement, c'est le scénario médian pour nos projections. 4%, ça serait une constante. Et la possibilité que les gens de plus de 65, qu'il y ait des gens de plus de 65 ans, fait l'objet donc d'une projection à 4%. Et la possibilité d'avoir besoin de foyers de soins à 65 ans demeure à 4% pour l'ensemble des projections, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles maladies, etc., et que ça n'agisse pas sur ces 4%. Et il n'y a aucune raison pour nous de faire varier cela. Est-ce que vous avez essayé les scénarios démographiques les plus élevés ou les plus faibles? Il y a un chercheur qui a essayé ces scénarios extrêmes, mais pour le plus élevé, par exemple, on voit qu'il y a une augmentation dans les foyers d'accueil où la population est plus vieille. Et dans ce cas-là, on voit bien que la politique a visé à geler le nombre de lits. Et nous voyons qu'il y a des provinces qui visent à laisser les gens chez eux plutôt que de construire de nouveaux foyers de soins. Très importante étude, Frédéric. Ma question est la suivante. Il y a deux niveaux d'abordabilité, comme nous le savons. Il y a tout d'abord le travail que vous avez fait. L'autre question est de savoir qui va payer. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous comptez mettre cela en contexte pour les décideurs à différents paliers, en parlant des taux de dépendance, des ratios de dépendance et des sources de revenus, etc., englobant les différentes options. Alors, quant à la question de savoir qui va payer, encore une fois, il y a l'avoir intergénérationnel, le patrimoine, pour faire en sorte que les gens contribuent. La plupart des aînés sont propriétaires et cela dépend de la province. Au Québec, donc, on a tenu compte des actifs et de la propriété pour faire le tri. Si vous pensez pouvoir rester dans votre maison, ça change la donne. Quant à savoir qui paye, en gros, c'est le gouvernement. Les particuliers, même s'ils ont peut-être les moyens de payer, s'ils tiennent compte de tous leurs actifs, parce qu'il n'y a pas de recherche pour ce qui est des sources de revenus après l'âge de 65 ans. Vous savez, dans notre cas, nous avons utilisé une évaluation de l'actif et nous avons transformé cela en revenu. Mais il n'y a aucune garantie. Pour les gens âgés de plus de 65 ans, peut-être que certaines de ces personnes vont vendre leur maison et n'auront pas d'autres revenus. Donc, leurs revenus seront nuls, mais ils ont des actifs. Lorsqu'on ne tient pas compte des actifs, pour ce qui est des avoirs, ce sera toujours le gouvernement qui paiera. Si l'on tient compte des actifs de tout genre, eh bien, les gens seront davantage responsabilisés pour ce qui est des coûts à payer de leur poche. Encore une fois, c'est une question politique. Est-ce qu'on veut creuser plus loin dans nos poches? On ne sait pas qui va payer, mais pour l'instant, c'est le gouvernement pour la plupart. Dernière question, dernier commentaire? Oui? Juste un commentaire sur l'abordabilité. Alors, vous parlez des soins à domicile versus les foyers de soins. Dans le monde du code du bâtiment, les foyers seraient construits dans le cadre des règlements
visant les établissements de soins. C'est très coûteux et ces coûts seraient répercutés aux résidents ou au gouvernement qui payent. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un mode d'occupation pour les aînés qui englobe l'aspect soins et l'aspect résidentiel. Et cela pourrait amener la construction d'immeubles plus abordables. En règle générale, dans les soins ou les centres de soins, c'est en fonction des lits et des lits de soins. Il y a différents niveaux, donc ce serait intéressant de voir ça dans le contexte du Code du bâtiment, pour voir s'il n'y a pas un mode d'occupation plus abordable qu'on pourrait inscrire dans les codes du bâtiment pour améliorer l'abordabilité de ces logements. Je suis d'accord. Au ministère, nous ne nous sommes pas trop penchés sur les catégories d'immeubles, mais nous avons examiné des initiatives où les résidents étaient accueillis dans le foyer d'autrui. Donc, des ménages étaient bénévoles pour accueillir des aînés, offraient de leurs compétences, offraient une place chez eux. Et vous verrez que les membres des professions médicales qui sont propriétaires de leur maison seront plus aptes à accueillir des aînés. Donc c'est une initiative intéressante, mais nous n'avons pas fouillé le genre de logement. Merci beaucoup pour toute cette information, Frédéric. Merci à vous.